Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19h et tous les samedis à 10h sur les ondes d'FM43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org. Bonjour à tous, vous écoutez Altistoria, la chronique qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Alors, chers auditeurs, c'est une émission qui est dédiée effectivement à l'histoire locale, puisque notre territoire altiligérien, eh bien, il est riche d'une histoire locale qui a façonné tout au long des siècles nos modes de vie, nos paysages, nos traditions. La société altiligérienne s'est construite avec les régimes politiques des pays, les religions, les guerres, mais aussi les us et coutumes d'antan, et parfois même certains monuments qui témoignent d'une certaine période de l'histoire locale. Aujourd'hui, nous vous emmenons à Sainte-Marie-des-Chazes, plus précisément aujourd'hui sur la commune de Saint-Julien-des-Chazes, pour vous parler de 1000 ans d'histoire d'un monument, la chapelle de Sainte-Marie-des-Chazes. Alors nous avons avec nous, pour étayer cette chronique monument, cette émission monument, Maryse Mézard. Bonjour Maryse. Bonjour. Maryse, vous êtes en train d'écrire un roman historique sur la chapelle de Sainte-Marie-des-Chazes qui raconte l'histoire d'une jeune femme dénommée Antoinette qui a été, puisque c'est tiré d'une histoire vraie, exorcisée au XIVe siècle dans cette chapelle de Sainte-Marie-des-Chazes. Vous nous en parlerez peut-être mieux tout à l'heure. Alors, vous êtes un peu une experte de ce monument, de cette chapelle de Sainte-Marie-des-Chazes qui a une longévité assez hallucinante, puisque 1000 ans d'histoire, c'est quand même une période historique assez conséquente. Alors, tout d'abord, pour nos auditeurs, Maryse, où se situe exactement cette chapelle de Sainte-Marie-des-Chazes ? Donc, cette chapelle de Sainte-Marie-des-Chazes se situe dans les gorges de l'Allier, entre Langeac et Prades. Elle est nichée au milieu de la nature, derrière elle des orgues basaltiques, et à ses pieds nous avons l'Allier qui coule. Voilà. Donc elle est située en fait dans une vallée. Dans une vallée encaissée, voilà, une vallée tout à encaissée. fait, au milieu de nulle part. On la découvre, on la découvre en passant un virage. Voilà, oui. Elle surgit là au milieu de la nature. Vous avez choisi d'écrire un roman historique sur cet édifice. Pourquoi cet édifice en particulier, Maryse ? Cet édifice, tout simplement parce que c'est un édifice que je vois depuis que je suis enfant et où je vais me ressourcer régulièrement, où je retrouve le calme, le bruit de l'eau, le chant des oiseaux. Voilà. Et cet édifice est cher à mon cœur et je me suis intéressée, cela fait environ 5 ans que je m'y intéresse. Donc j'ai cherché des sources historiques et voilà, j'ai trouvé. Et oui, j'avais envie d'en parler, j'avais envie de laisser une trace sur mes romans, sur mes écrits. Voilà. Alors justement, sur cette chapelle de Sainte-Marie-des-Chazes, quelles sont ses origines ? En quelle année l'histoire de ce lieu débute-t-elle ? Donc l'histoire de ce lieu, semble avoir débuté aux alentours de l'an 800 sous Charlemagne. À savoir que peu d'archives existent de cette époque-là, pour ne pas dire pas du tout. Voilà. Donc, au départ, il semblerait que cet édifice était un prieuré qui appartenait au couvent de Saint-Julien-des-Chazes, de Saint-Pierre-des-Chazes. Donc, ce couvent, à cette époque-là, était un couvent qui acceptait les filles de bonne famille, mais les filles servaient plutôt d'asile aux filles de bonne famille, de la région du Haut-Allier. D'accord, Ouais. Donc des filles qui étaient répudiées, c'est ça, par leur famille, pas seulement répudiées, ou malades, voilà, qui avaient des problèmes. On les cachait là dans le couvent. Apparemment, voilà, c'était le départ du couvent. D'accord. Donc là, on est sous Charlemagne, c'est ça, 800, voilà, 900, tout à fait. après Jésus-Christ. Alors, dès le XIe siècle, la prospérité du lieu commence à être liée aux bénédictines. Tout à fait. Alors, comment réussissent-elles
ces bénédictines à faire rayonner cet endroit perdu au milieu de nulle part dans une vallée encaissée? Alors, ces bénédictines, elles étaient quand même assez nombreuses. Et elles vivaient là dans ce couvent avec à leur tête une abbesse qu'elles élisaient elles-mêmes. À la mort d'une abbesse, une nouvelle abbesse était élue par les bénédictines. Donc, dans ce couvent, il y avait les dames. Les dames, on appelait les dames, c'était toutes des filles de bonne famille qui avaient 5 à 6 rangs de noblesse derrière elles et qui étaient surtout là parce qu'on les avait mises là, parce que c'était une mise à l'écart. Une mise à l'écart. Pas seulement une mise à l'écart, mais c'était bien de les mettre là, ça faisait bien pour la famille. Et surtout, elles apportaient une grosse dot. D'accord. Voilà. Elles apportaient une grosse dot au couvent. Et elles étaient toutes assistées par des filles blanches. Alors, c'était des personnes aussi qui n'étaient pas nobles, mais qui venaient aussi de familles, souvent de familles d'artisans de la région. Et qui étaient les servantes de ces dames. Voilà. Alors, durant les guerres de religion, le lieu va connaître des saccages, oui, concrètement. Tout à fait. Par qui et pourquoi est-ce qu'on vient s'en prendre à ce lieu? Eh bien, parce que, alors, pour la petite histoire, nous avons une religieuse qui a semé un petit peu le trouble à cette époque-là dans le couvent de Saint-Julien-des-Chazes. Cette religieuse était tombée amoureuse d'un huguenot qui était du côté du Malzieu. Et donc, son père l'avait mise là, Saint-Julien-des-Chazes, pour la mettre à l'écart de ce huguenot. Et cette religieuse a essayé de convaincre les autres religieuses bénédictines de prendre la religion protestante. Les huguenots, voilà. On rappelle aux auditeurs, les huguenots qui étaient les partisans du protestantisme à l'époque. Voilà, tout à fait. Donc elle a semé le trouble. Elle a même essayé de prendre la tête de l'abbaye des Chazes. Et on a dû faire appel à Philippe d'Apchier pour essayer d'arranger les affaires. Et donc, il est arrivé avec sa troupe et les huguenots ont été conduits du côté ont passé l'Allier, donc se sont réfugiés dans le Velay. Et cette bonne bénédictine qui s'appelait Madeleine de Caraman est partie du couvent et a épousé son huguenot. Voilà pour la petite histoire. Happy end, alors pour la jeune bénédictine. Ouais. Quand on dit que les bénédictines à cette époque-là, elles font rayonner cet endroit, ça s'explique comment concrètement? Comment elles font rayonner l'endroit Eh bien, elles dirigent toute la région du Haut-Allier d'une main de fer, en fait. L'abbesse était une personne en général qui avait du caractère. Donc, comme chaque bénédictine en rentrant amenait des dots, c'était des dots en argent, mais c'était aussi surtout des dots en terre, en bois. Donc, ce qui faisait qu'elles avaient elles avaient des domaines un petit peu partout, et elles avaient installé des prieurés. Donc, il y avait 9 prieurés qui rayonnaient autour du couvent des Chazes. Donc, il y avait je peux vous en citer quelques-uns. Il y avait Chanteuge, Saint-Romain, Sainte-Marie des Chazes, Charret, Rajade qui est en Cantal. Et elles allaient même jusqu'à Voré, puisqu'elles avaient un prieuré à Voré. Et de là, elles avaient des fermiers un petit peu partout. Donc, elles géraient toute la région, en fait. Voilà. Pendant les guerres de religion, le lieu il connaît des saccages. Je disais, est-ce qu'il y a une destruction partielle du monument? Est-ce qu'il est abîmé? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Pendant la Révolution? Non, pendant les guerres de religion. Non, pas vraiment pendant les guerres de religion. D'accord. Pas vraiment. À partir de 1665, donc ce lieu il va rayonner énormément jusqu'au XVIIe siècle. Oui. Et sous l'époque Louis XIVienne, on enregistre un déclin de ce lieu. Pourquoi est-ce que soudainement ce lieu il se met à décliner alors qu'il rayonnait sur toute la haute vallée de l'Allier? Eh bien, tout d'abord, il y a eu un incendie en 1645 qui a détruit une partie du couvent. Et donc, on a dû reconstruire le couvent.
Et nos braves bénédictines ont dû se serrer un petit peu la ceinture parce que Pour financer pour travaux de financer les reconstruction. travaux, pour aider les travaux de reconstruction, tout à fait. Ce qui n'était pas tout à fait de leur elles n'étaient pas très heureuses parce qu'elles avaient quand même une vie qui était très, très facile et très. J'oserais pas prononcer le mot futile. Mais je pense que. Opulente en tout cas, Opulente, une vie assez opulente. tout à fait. Ouais. C'était pas. Voilà. Et nous avons une religieuse qui s'appelle Jeanne de Beauverger, une abbesse du moins, qui a fait de la résistance auprès de l'évêché de Mende, auquel elle ne voulait pas s'allier. Et donc, notre cardinal de Richelieu a dû prendre les choses en main et a dû pour la faire obéir. Donc, il y a eu une union avec l'abbaye de la Chaise-Dieu à partir de cette époque-là, à partir de 1670. Voilà. Au XVIIIe siècle, le lieu est lié à une affaire médiatique, historique, puisqu'elle a existé, hein, c'est pas une légende. C'est la fameuse histoire de la bête du Gévaudan. Tout à fait. Alors je précise à nos auditeurs que ce n'est pas une légende, parce que parfois il y a des gens qui croient que c'est une légende tirée de contes irréels. Non, c'est une histoire qui est attestée historiquement, qui a fait de nombreux morts, une centaine environ. Et cette bête du Gévaudan, elle aurait rôdé autour de l'abbaye, c'est-à-dire que cette chapelle de Sainte-Marie-des-Chasses, eh bien, elle arrive dans l'histoire de la bête du Gévaudan en septembre 1765. Pourquoi la bête arrive soudainement pourquoi est-ce que la bête est soudainement liée à cette chapelle, Marie? Quelles sont les sources qui témoignent de ce fait, concrètement? Donc oui, on a vu une grosse bête dans les bois de pommiers, exactement, au-dessus de Saint-Julien-des-Chasses. Enfin, oui, les bois de pommiers qui tiennent à côté de Saint-Julien-des-Chasses. Oui. Et donc, cette grosse bête, on a tout de suite pensé que c'était la bête du Gévaudan. Donc, effectivement, cette bête a été tuée. Et donc, dans les archives, actuellement, on retrouve encore l'acte de décès de la bête. L'acte de décès qui est signé par l'abbesse en fonction à ce moment, et qui est Françoise de Guérin, voilà. Mais malheureusement, en décembre de la même année, 1765, la bête réapparaît. Donc, ce n'était pas la bonne bête. Est-ce qu'on a des témoignages des religieuses qui étaient effrayées de voir ce parce que c'était un gros loup, en fait, on pense, au final. Oui, c'était un gros loup. C'était un gros loup. Est-ce qu'il y a des témoignages écrits, des archives qui mentionnent Non. Absolument pas, puisque la Révolution a tout détruit. Donc, absolument pas. Voilà. Et puis l'incendie a détruit toutes les archives antérieures à l'incendie aussi. D'accord. Alors, il y a une période très importante qui souvent explique, mais pas uniquement pour cette chapelle-là, pour d'autres lieux, la disparition d'archives, de documents. C'est la période de la Révolution française, qui est une période de tournant en France à partir de 1789. Alors, cette période, elle marque justement la chute concrète de l'abbaye, qui est brûlée, saccagée. Pourtant, quelques années plus tard, la paroisse décide de la reconstruire. Alors déjà, qu'est-ce qui se passe concrètement à la Révolution française pour cette chapelle? Eh bien, les révolutionnaires, déjà au moment de la Révolution française, le monastère était en plein déclin. Il ne restait que quelques religieuses, mais par contre, il restait beaucoup de terrain et beaucoup de liquidités. Donc, on met le feu à toutes les archives, tout ce qu'il y a à l'intérieur du couvent, et surtout on reprend toutes les pierres sont prises pour reconstruire l'actuel village de Saint-Julien-des-Chasses. Donc tout était détruit. Il ne reste que le prieuré, voilà. Le prieuré qu'on peut admirer aujourd'hui sur la rive gauche de l'Allier. Donc les religieuses sont complètement dépossédées de leur terre et de leur domaine. Tout à fait, complètement dépossédées. Dépossédées. Ouais. Alors pour la petite histoire, dans ce couvent, il y avait une Vierge Noire. Je vous en parle là parce que j'y pense. Il y avait une Vierge Noire, et cette Vierge Noire, elle est toujours à Saint-Julien-des-Chasses.
Donc, elle est sortie de l'incendie miraculeusement. Elle n'a pas été brûlée pour l'incendie. Et lorsqu'on a fait brûler les meubles et les choses des bénédictines, on n'a pas retrouvé la Vierge Noire. En fait, la légende dit que qu'une femme aurait caché la Vierge Noire et qu'elle l'a ressortie après la Révolution. Donc cette Vierge Noire, on la ressort chaque année au 15 août. On lui fait traverser l'Allier de l'actuelle église de Saint-Julien-des-Chazes pour l'emmener à la petite chapelle, au petit prieuré. Voilà l'histoire de la petite Vierge Noire. Qui est-ce qui sauve cet édifice au 19e siècle? Et pourquoi est-ce qu'on décide de reconstruire, enfin en tout cas de sauver cette chapelle? On décide de la sauver parce qu'elle elle rejoint les Beaux-Arts, donc en 1862. Mais autour de cette chapelle, il va y avoir une polémique. C'est-à-dire que deux paroisses, deux communes vont se disputer la chapelle. Il va y avoir la commune de Sainte-Marie-des-Chazes et la commune de Saint-Julien-des-Chazes. À savoir que la chapelle, la prieuré actuelle, donc que l'on voit au bord de l'Allier, faisait partie de la commune de Sainte-Marie-des-Chazes. Donc après la Révolution, les gens de Sainte-Marie-des-Chazes ont voulu rebâtir ce prieuré qui avait servi après la Révolution de grange à foin, donc qui était en très mauvais état. Et ils ont voulu commencer les travaux, mais la commune de Saint-Julien-des-Chazes, à ce moment-là, s'y est opposée en disant que ce prieuré leur appartenait. Donc les deux communes étaient prêtes à aller jusqu'en justice pour obtenir gain de cause. Et puis finalement, la commune de Sainte-Marie-des-Chazes, qui avait besoin de financement pour une mairie, une école, a cédé pour un prix dérisoire la petite chapelle à Saint-Julien-des-Chazes. Alors, à la fin du 19e siècle, son parcours, comme vous le dites, il rejoint celui des Beaux-Arts. C'est quoi leur lien concret entre... pourquoi les Beaux-Arts s'intéressent-ils à cette chapelle? Parce esthétiquement, elle vaut le coup? Elle a une partie, elle a subi aussi des destructions, hein, puisqu'elle a aussi subi un orage en 1906 qui a détruit tout l'avant de la chapelle. Je pense que c'était lié à l'histoire du couvent, et puis son endroit puis c'était une chapelle romane, et son endroit est... Il vaut le coup d'œil. Mystérieux. Voilà, il est mystérieux, il vaut le coup d'œil. Et puis, voilà, c'est ça. Effectivement, il est. Tout à fait. Alors, on invite les auditeurs qui nous écoutent à aller visiter cet endroit cet été, puisque c'est aussi un paysage qui vaut le coup d'œil dans cette vallée encaissée. C'est vrai que ça surprend quand on voit cette chapelle, quand on arrive sur place. Aujourd'hui, Maryse, est-ce qu'on peut dire que la chapelle de Sainte-Marie-des-Chazes rayonne encore? Oui, tout à fait. Elle rayonne encore. On la voit sur tous les prospectus touristiques. On la voit régulièrement, de temps en temps à la télé du moins. Et puis, je pense que c'est un joyau du Haut-Allier. Enfin, pour moi, c'est un joyau du Haut-Allier qui raconte 1000 ans d'histoire et d'histoire. Qui témoigne en tout cas de 1000 ans d'histoire de notre territoire. C'est pour ça qu'Altistoria s'y arrête aujourd'hui avec vous le temps d'une émission. Si les auditeurs qui nous écoutent souhaitent en savoir un peu plus, il faut qu'ils se dirigent à l'office de tourisme du Puy. Oui, ou de Langeac. Ou de Langeac? Oui. D'accord, il y a un office de tourisme également à Langeac. Oui. Et ils doivent sûrement aussi avoir un site internet. Oui, tout à fait. Voilà. Merci Maryse, un dernier mot sur l'émission, sur cette chapelle de Sainte-Marie-des-Chazes. Eh bien, moi j'avais fait un petit poème. Oui. Alors, éventuellement, je peux vous en lire un petit peu parce que... Bien sûr. Parce que... Alors, on rappelle aux auditeurs que c'est, pour ceux qui nous rejoignent en cours, que c'est un monument qui a une connotation particulière dans votre vie, auquel vous êtes attaché. Bon, je vais vous lire un petit peu le petit poème que j'avais fait. Alors... Romane au milieu des violettes, majestueuse au-dessus de l'Allier, humble entre les rochers usés,
soumise au milieu des broussailles emmêlées. Tu es merveilleuse de simplicité. Ton histoire ne doit pas jamais disparaître. Histoire extraordinaire dans des temps non moins ordinaires. Histoire tumultueuse, comme le lit de l'Allier à tes pieds. Histoire faite de légendes, de réalité, de cruauté. Histoire de toi, ma belle chapelle, à qui je dois bien des vers, que je te dédie du fond du cœur, du fond de mon âme. Voilà. Merci Marie. Merci pour ce super moment, cette très belle émission. C'est très touchant de voir eh bien, qu'effectivement les pierres, les monuments peuvent correspondre à notre identité, à notre histoire, à notre vécu, à nos souvenirs. Et je suis sûr que vous êtes loin d'être la seule, en tout cas en tant qu'altiligérienne, à être attachée à des monuments en Haute-Loire, parce qu'on a la chance quand même d'avoir un territoire qui est très riche en monuments romans, quand même, en églises romanes. C'est pas le cas de tous les départements. Et en tout cas, c'était un plaisir pour moi de mettre en avant cette chapelle de Sainte-Marie-des-Chazes et ses 1000 ans d'histoire en Haute-Loire. Merci. Merci à vous. Chers auditeurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre chronique Altistoria. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas, tous les podcasts de l'émission sont disponibles sur le site internet d'FM43 et sur la page Facebook également d'FM43. Portez-vous bien. À la semaine prochaine. Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19h et tous les samedis à 10h sur les ondes d'FM43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org.